Un soir d'hiver, le 23 décembre 1888, une violente dispute éclate entre Vincent van Gogh et son ami Paul Gauguin. Une altercation particulièrement intense. Gauguin quitte la maison dans laquelle ils vivaient tous les deux. Van Gogh, alors dans un état de grande détresse mentale, traverse une des crises les plus violentes de sa vie. Et cette nuit-là, Van Gogh se coupe l'oreille gauche. Il enveloppera ensuite le morceau dans un tissu avant de l'envoyer à une prostituée. Il sera retrouvé le lendemain affaibli et hospitalisé. Cet acte, à la fois insensé et tragique, traversera les siècles et deviendra l'une des images les plus emblématiques du peintre. Mais pour comprendre comment Vincent van Gogh en est arrivé là, il faut remonter en 1853 dans un petit village des Pays-Bas. Vincent naît en 1853 dans un petit village perdu des Pays-Bas, un de ces endroits modestes où la vie est rythmée par l'église, les saisons et les habitudes d'une petite communauté protestante que l'on connaît presque tous par leur prénom. Son père est pasteur, comme l'était son grand-père avant lui, et leur rôle consiste à s'occuper de cette communauté locale, à prêcher, à accompagner les familles dans les moments importants de leur vie. Dans cette famille, un détail peut sembler anodin, mais il est en réalité frappant. Le prénom Vincent revient sans cesse. Depuis le XVIIe siècle, génération après génération, les Van Gogh donnent ce prénom à leurs fils, si bien que l'on retrouve des Vincent partout dans l'arbre généalogique, des oncles, des cousins, des ancêtres lointains. Mais l'histoire de ce Vincent commence avec une ombre très particulière. Un an avant sa naissance, un autre enfant est venu au monde dans la famille. Lui aussi s'appelait Vincent. Mais cet enfant est mort à la naissance. Van Gogh grandit donc avec son nom littéralement écrit sur une des pierres tombales du cimetière du village. On peut imaginer l'étrangeté d'une telle situation pour un enfant, grandir en sachant que son nom existe déjà sur une pierre tombale. Est-ce que cela a un impact sur sa personnalité, sur sa manière de se percevoir dans le monde? On peut évidemment le supposer, mais au fond, personne ne pourra vraiment le savoir. Lorsque Vincent atteint l'adolescence, rien ne semble annoncer un destin artistique. Ses études ne sont pas brillantes, il n'est ni un élève particulièrement remarquable, ni un prodige scolaire. Il est plutôt décrit comme quelqu'un d'enjoué, sensible, mais ordinaire. Et dans une famille qui s'agrandit, où les enfants sont nombreux, la question du travail se pose très vite. Il faut qu'il gagne sa vie. Dans l'esprit de la famille, la voie semble toute tracée. Vincent ne sera pas créateur, mais il sera vendeur d'art. Et la solution va venir, une fois de plus, de la famille. Car parmi tous les Vincent de la dynastie Van Gogh, il y en a un que l'on surnomme l'oncle Saint, précisément pour le distinguer des autres. Cet oncle a longtemps dirigé une galerie d'art à La Haye, qu'il vendra par la suite à une entreprise qui est alors en train de transformer complètement le marché de l'art au XIXe siècle. Cette compagnie s'appelle Goupil et compagnie. Cette maison est l'une des premières à concevoir le commerce de l'art à une échelle véritablement internationale. Son siège est à Paris et elle possède déjà plusieurs galeries dans les grandes villes européennes, 2 à Paris, une à La Haye, une à Bruxelles, une à Londres et même une à New York. On y vend des estampes, des lithographies, des reproductions d'œuvres célèbres, mais aussi l'art contemporain de l'époque. Grâce à cet oncle Saint, Vincent obtient donc un emploi dans cette maison prestigieuse et commence à travailler à la galerie de La Haye. À cette époque pourtant, Vincent n'est toujours pas peintre. Rien dans son enfance ne laisse clairement apparaître une vocation artistique. On ne possède même pas de dessin d'enfant de sa main. La première fois qu'il évoque le dessin, c'est beaucoup plus tard, lorsqu'il est à Londres, et qu'il écrit à son frère Théo qu'il aimerait reprendre cette activité. Mais les croquis qu'il a pu faire à ce moment-là n'ont pas été conservés. Pendant ses années chez Goupil, quelque chose d'essentiel se produit pourtant. Il va voyager, et dans chaque ville où il passe, La Haye, Paris, Londres, Amsterdam, Vincent prend l'habitude de fréquenter les musées. Il visite le Louvre, il va au musée du Luxembourg, qui est alors consacré aux artistes vivant. Il observe les collections partout où il se trouve. Et sans même s'en rendre compte, il est en train de construire une éducation picturale extraordinaire. La peinture du 19e siècle qu'il découvre est cependant très différente de celle que nous imaginons aujourd'hui. Les œuvres sont souvent sombres, terreuses, parfois presque poisseuses, notamment parce que les peintres utilisent alors du bitume dans leur mélange de pigments, ce qui assombrit les toiles avec le temps. Cette atmosphère marquera profondément Vincent, au point que ses propres tableaux seront longtemps très sombres aussi. Quelques années plus tard, il peindra par exemple Les mangeurs de pommes de terre. Une scène de paysans réunis autour d'une table éclairée par une lampe, tableau rude et presque austère qu'il enverra à son frère Théo comme une sorte de manifeste. C'est son premier chef-d'œuvre, mais on y reviendra. Entre-temps, une rencontre va jouer un rôle décisif dans sa vie. Son cousin Anton Mauve, qui est peintre et qui un jour lui met un pinceau dans la main devant une simple nature morte. Et Vincent s'en sort étonnamment bien. Il raconte même cet épisode à son frère dans une lettre. J'ai parlé à Mauve en ces termes. Que penserais-tu si je venais t'ennuyer royalement pendant un mois ? Eh bien, Mauve m'a installé séance tenante devant une nature morte où trônait une paire de vieux sabots, au milieu de quelques autres objets,
et j'ai pu me mettre au travail aussitôt. Cette première expérience l'amène peu à peu à fréquenter les peintres qui travaillent près de La Haye. En général, Vincent, il admire tous les artistes qui peignent en plein air, qui observent la nature et qui s'intéressent aux paysages, mais aussi aux vies modestes des travailleurs. Parmi eux, Vincent apprécie particulièrement Jean-François Millet. Millet peint les paysans, la fatigue des champs, la dignité du travail rural. L'un de ses tableaux les plus célèbres est l'Angélus, où l'on voit un couple de paysans interrompre son travail pour prier dans un champ. Les deux figures sont simples, silencieuses, absorbées dans leur dévotion. Vincent est profondément touché par cette image. Ce qu'il bouleverse chez Millet, c'est pas seulement le sujet, mais c'est l'intensité des sentiments humains les plus simples que le peintre parvient à représenter. Le 20 août 1880, Vincent écrit une lettre à son frère Théo. Dans cette lettre, il lui demande de lui envoyer des reproductions d'œuvres de Millet, expliquant à quel point il souhaite s'en inspirer. C'est vraiment intéressant de voir que Van Gogh ne cherche pas seulement à admirer ces images, il veut vivre avec elles, les étudier et les comprendre. Cher Théo, si je ne me trompe pas, tu dois encore avoir Les Travaux des champs de Millet. Voudrais-tu avoir la bonté de me les prêter pour un temps et de me les envoyer par la poste? Tu dois savoir que je suis en train de griffonner de grands dessins d'après Millet et que j'ai fait Les Heures de la journée ainsi que Le Semeur. Eh bien, peut-être que si tu les voyais, n'en serais-tu pas trop mécontent. Maintenant, si tu voudrais m'envoyer Les Travaux des champs, peut-être pourrais-tu y ajouter encore d'autres feuilles par ou d'après Millet. N'en achète pas exprès, mais prête-moi ce que tu peux avoir. Envoie-moi ce que tu pourras et ne crains rien pour moi. Peu à peu, Vincent va se constituer ce que l'on pourrait appeler un musée portatif. Des milliers de gravures, d'estampes et de reproductions d'œuvres qu'il collectionne. Parmi elles, celle de Millet occupe une place centrale. Très tôt, une idée s'impose dans son esprit. Il ne veut pas peindre pour plaire aux bourgeois. Pour Vincent, la peinture doit être réaliste, mais pas au sens d'une simple imitation du monde. Le réalisme qu'il cherche impose d'aller sur le terrain et de rencontrer les gens. Pendant des années, il refusera même d'entrer dans les écoles des beaux-arts, parce qu'il ne veut pas se retrouver dans un système où il faudrait séduire des clients, produire des œuvres décoratives et répondre aux attentes d'un marché. Ce que Vincent veut peindre, ce sont ceux qu'on oublie. Les paysans pauvres des Pays-Bas d'abord, plus tard ceux d'Arles. Entre les deux, au fond, la différence ne sera pas morale, elle sera seulement picturale. Ce rapport compliqué avec son nom et la bourgeoisie sera d'ailleurs visible toute sa vie. On le note dans un détail très visible de tous ses tableaux. Vincent ne signe presque jamais Van Gogh sur ses toiles. Il signe simplement Vincent. Ce choix n'est pas anodin. Dans une lettre à son frère Théo, il explique que son nom de famille est difficile à prononcer pour les Français, mais ce choix a aussi une portée symbolique. En utilisant uniquement son prénom, Vincent se détache en quelque sorte de son nom de famille. Il écrit à plusieurs reprises à son frère Théo que les Van Gogh sont selon lui des bourgeois qui entretiennent une forme d'hypocrisie sociale qu'il ne supporte pas. À un moment où les tensions entre les deux frères deviennent même assez fortes, il ira jusqu'à écrire une phrase radicale. Si tu tiens absolument à être un Van Gogh, ce sera sans moi. Dans l'histoire de la peinture, ce choix rappelle celui d'un autre peintre néerlandais célèbre, Rembrandt, qui lui aussi signait seulement de son prénom, afin de se placer dans la tradition des grands maîtres italiens comme Léonard, Michel-Ange ou Raphaël, eux aussi s'identifiaient par leur seul prénom. Mais dans le cas de Vincent, c'est très différent. C'est pas du tout une ambition de gloire ou une volonté de se comparer aux géants de la peinture. C'est plutôt une forme de modestie, presque de retrait, comme s'il voulait se détacher d'un nom qui lui semble trop lourd. Ainsi, sur certaines de ses toiles les plus célèbres, comme les tournesols, on peut voir ce simple prénom inscrit dans la peinture, Vincent. Mais pour comprendre comment ce Vincent est devenu si tourmenté, il faut remonter un peu le fil de sa vie. Croire en Dieu, pour moi, c'est sentir qu'il y a un Dieu. Non pas un Dieu mort ou empaillé, mais un Dieu vivant qui nous pousse irrésistiblement à aimer. Chez Vincent, la question de la foi n'est pas un détail de sa biographie, elle est au contraire l'une des forces les plus profondes qui structurent toute sa jeunesse et qui vont orienter pendant des années ses choix de vie. Il est né dans une famille de pasteurs, mais très tôt, il ressent le besoin d'aller encore plus loin que son père et son grand-père dans l'affirmation de sa croyance en Dieu. Là où les siens vivent leur foi comme un devoir pastoral relativement ordinaire, Vincent la vit comme une exigence presque absolue, une mission intérieure qui doit donner un sens à toute son existence. Un jour, Vincent se fâche avec la maison Goupil. L'univers du commerce de l'art, avec ses logiques bourgeoises et ses stratégies de vente, vous l'avez compris, lui deviennent insupportables. À ce moment-là, une idée commence à s'imposer à lui. S'il ne peut pas vendre des images aux riches, peut-être peut-il consacrer sa vie à autre chose. Peut-être peut-il devenir pasteur. La décision est radicale. Vincent veut suivre la voie de son père et de son grand-père, mais avec une intensité encore plus grande. Il tente donc de passer les examens de théologie, même s'il est déjà considéré comme trop âgé pour ce parcours. Les lettres qu'il écrit à cette période montrent à quel point sa pensée
pensée est profondément imprégnée de spiritualité. Il cite longuement la Bible, il médite sur les évangiles, il écrit des réflexions qui ressemblent parfois à de véritables sermons. Malgré tous ses efforts, il échoue aux examens. Cet échec le plonge dans une grande dépression, mais au lieu d'abandonner, il s'acharne. Il tente une autre voie en Belgique, et cette fois, un pasteur lui accorde un titre exceptionnel, celui d'évangélisateur laïque. C'est ainsi que Vincent est envoyé dans une région extrêmement pauvre, le Borinage, dans le sud de la Belgique. À cette époque, c'est l'un des bassins miniers les plus misérables d'Europe. Si on lit Germinal, on découvre la dureté du travail des mineurs, mais la réalité que Vincent va rencontrer dépasse même ce que la littérature peut imaginer. Les hommes descendent chaque jour à 600 ou 800 mètres sous terre pour travailler dans l'obscurité. Et Vincent, pour comprendre leur vie, descend lui-même dans la mine. Il observe alors un détail qui le marque profondément. Lorsqu'on est au fond du puits, la lumière de l'entrée devient un petit point au loin, presque comme une lune suspendue. Une lumière qui guide les mineurs dans la nuit souterraine. Vincent se dit alors qu'il veut être cette lumière pour eux. Et pour cela, il fait un choix radical. Il décide de vivre comme eux. Il donne ses vêtements à ceux qui n'en ont pas, partage sa nourriture avec les familles les plus pauvres, et lorsqu'une personne n'a pas de logement, il n'hésite pas à dormir lui-même dans une étable pour lui laisser sa place. Il veut être le pauvre parmi les pauvres. Son engagement est si extrême qu'il dépasse même les exigences morales que l'on attend d'un pasteur. Les autorités religieuses considèrent qu'un prédicateur doit rester respectable, présentable, digne de sa fonction. Vincent, lui, est souvent mal rasé, couvert de poussière, habillé comme un mineur. Les responsables pastoraux commencent à s'inquiéter. Et finalement, ils décident de lui retirer son statut d'évangélisateur. Vincent est expulsé. C'est un nouvel échec, peut-être le plus douloureux de tous, car il voulait vraiment consacrer sa vie à apporter la parole divine aux plus démunis. Mais dans cette période sombre, une idée nouvelle commence à apparaître. Vincent comprend qu'il peut peut-être témoigner de la misère de ces hommes autrement, pas seulement par des sermons, mais par des images. Dans le Borinage, il commence à dessiner les mineurs et leurs familles, les corps fatigués, les gestes du travail, la pauvreté des maisons. Ce n'est pas encore une vocation claire, mais il sent que la peinture pourrait devenir une autre manière de dire la vérité du monde. C'est le début d'un immense parcours, un parcours qu'il appellera lui-même le pays des tableaux. À partir de ce moment-là, Vincent décide de devenir peintre, mais il le fera à sa manière. Il refuse d'entrer dans les écoles des beaux-arts. Il veut apprendre seul, travailler sans relâche, observer la réalité directement. Il écrit notamment « En un sens, je me félicite de ne pas avoir appris à peindre. J'aurais peut-être appris à passer devant un tel effet. Maintenant je dis, non, voilà exactement ce qu'il me faut. Si ça ne va pas, eh bien ça ne va pas. Mais je veux essayer de le peindre, bien que j'ignore comment je m'y prends. » Et peu à peu, son travail commence à prendre forme. Son premier grand tableau est une scène de paysans, les mangeurs de pommes de terre. Van Gogh décide de rendre hommage à ces paysans qui ont travaillé dur pour cultiver ces pommes de terre. Le tableau est sombre, rugueux, presque brutal, mais vrai. Il écrit à ce propos « J'ai voulu, tout en travaillant, faire en sorte qu'on ait l'idée que ces petites gens, qui, à la clarté de leurs lampes, mangent leurs pommes de terre en puisant à même le plat avec les mains, ont eux-mêmes bêché la terre où les patates ont poussé. Ce tableau, donc, évoque le travail manuel et suggère que ces paysans ont honnêtement mérité de manger ce qu'ils mangent. J'ai voulu qu'il fasse penser à une façon de vivre tout autre que la nôtre, à nous civilisés. Je ne voudrais absolument pas que tout le monde se borne à le trouver joli ou bon. » La vie de Vincent n'est pas seulement marquée par les échecs professionnels ou spirituels, elle est aussi traversée par une série de déceptions amoureuses qui vont profondément marquer sa sensibilité. Très jeune, vers l'âge de 19 ans, il tombe amoureux d'une femme nommée Ursula, la fille de la propriétaire qu'il hébergeait à Londres quand il travaillait chez Goupil. Il lui avoue ses sentiments, elle refuse. Dans une lettre à son frère Théo, Vincent explique qu'il refuse de se résigner à cet échec. Il travaille plus dur que jamais, persuadé que l'amour peut finir par naître si l'on persévère. Et ces déceptions vont se répéter tout au long de sa vie. Il tombe amoureux d'une cousine, veuve, mère de famille qu'il veut aider et protéger, mais cette relation se termine elle aussi dans l'échec. Plus tard, il vit avec Sienne, une prostituée déjà mère d'un enfant et qui accouche pendant qu'ils vivent ensemble. Dans chacune de ces relations, Vincent agit avec la même générosité absolue. Il veut soutenir celles qui sont rejetées par la société, celles qui vivent dans la pauvreté ou la marginalité. Ce besoin d'aider les femmes perdues est profondément lié à son ancienne vocation spirituelle. Pour lui, aimer signifie sauver. Vincent accumule les échecs, échecs comme marchand d'art, échecs comme prédicateur et échecs dans l'amour. Et pourtant, en 1886,
enfin, un événement va tout changer. Après quelques mois passés à Anvers où il découvre notamment la peinture de Rubens, Vincent décide de rejoindre son frère à Paris. Nous sommes à la fin du mois de février 1886. Aux Pays-Bas, Vincent a entendu parler d'un mouvement nouveau, l'impressionnisme. Théo, qui travaille toujours pour la maison Goupil et qui s'intéresse passionnément à ces peintres modernes, lui en a certainement parlé. Vincent a également lu les articles d'Émile Zola qui défend cette nouvelle peinture. Mais Vincent van Gogh n'a jamais vu ses œuvres de ses propres yeux. À Paris donc, tout change. Cette même année 1886 se tient la 8e et dernière exposition impressionniste et un jeune peintre y présente un immense tableau qui fera sensation un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Georges Seurat. C'est une révélation pour lui. Et les premiers autoportraits que Vincent peint à son arrivée à Paris sont encore ternes et hérités de sa période hollandaise. Comme on peut le voir dans cet autoportrait qui date du début de l'année 1886 et qui n'a rien à voir dans la palette avec cet autoportrait, peint un an plus tard seulement. On voit le même phénomène de la palette s'opérer avec ses paysages. Les scènes rurales qu'il réalise dans le Borinage n'ont plus rien à voir avec les vues de Montmartre qu'il va peindre en masse à Paris quelques mois plus tard. Dans une lettre adressée à sa sœur lorsqu'il vit chez Théo, Vincent écrit qu'il a enfin trouvé le moyen de développer sa personnalité artistique. La lumière qu'il voulait autrefois apporter aux mineurs du Borinage par la parole de la Bible, il peut désormais l'apporter par la peinture. À Paris, Vincent se lie aussi d'amitié avec un autre peintre, Henri de Toulouse-Lautrec, que l'historien et critique d'art Stéphane Guégan décrit comme son corrupteur. On pourrait dire que Toulouse-Lautrec est une mauvaise influence pour Van Gogh. Vincent commence à subir beaucoup de crises à cette époque-là, causées en partie par une forte consommation d'alcool. Les deux artistes fréquentent les mêmes lieux, les mêmes ateliers, les mêmes cafés. Mais Lautrec mène une vie de fête intense où l'alcool, notamment l'absinthe, coule abondamment. Plus tard, Vincent reconnaîtra lui-même que cette période parisienne l'a profondément marqué. Si Lautrec influence Van Gogh dans la débauche, il l'influence aussi dans sa peinture. On retrouve énormément de similitudes et de liens entre les deux à cette époque-là. Ce portrait, par exemple, de Toulouse-Lautrec, Poudre de riz, est acheté par la famille Van Gogh et ressemble tellement au portrait de Van Gogh La Augustina que ça en devient presque troublant. On pourrait aussi parler de ce magnifique portrait de Van Gogh par Toulouse-Lautrec. On y voit clairement le profil du peintre et comme une sorte de métaphore très claire, Van Gogh se noie dans son verre d'absinthe. À partir de 1888, Vincent sent que quelque chose doit changer dans sa vie. Paris lui a apporté énormément. Il y a découvert la couleur, les peintres impressionnistes, une nouvelle manière de regarder le monde. Mais la ville l'épuise aussi. Il décide donc de quitter Paris pour descendre vers le sud, vers Arles. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer aujourd'hui, Vincent ne part pas parce qu'il trouve Arles particulièrement magnifique. Dans une lettre, il dit même à son frère « Arles est extraordinairement sale et crasseuse. Les rues sont pleines de boue et cela sent mauvais partout. » Ce n'est donc pas un voyage romantique vers une ville idéalisée. Ce qui l'attire, c'est la lumière du midi. À Paris, Vincent fréquentait souvent une petite boutique de marchand de couleurs tenue par un personnage devenu presque mythique dans l'histoire de la peinture moderne, le père Tanguy. Ce père Tanguy, c'est un homme généreux qui vendait des pigments et du matériel aux jeunes artistes, souvent à crédit, parfois même gratuitement. Dans cette petite boutique du père Tanguy passaient certains des peintres les plus novateurs de l'époque, parmi lesquels Paul Cézanne, figure déjà singulière et respectée dans le cercle des artistes modernes. Il est donc très probable que Vincent ait pu y voir plusieurs de ses tableaux. Il n'est même pas impossible qu'il ait pu croiser le peintre lui-même ou au moins entendre parler longuement de lui et de son travail. Cézanne évoquait souvent dans les conversations d'atelier les lumières extraordinaires du midi qui transforment les paysages et qui donnent à la nature une intensité que l'on ne retrouve pas sous les ciels plus gris du nord. C'est ainsi que naît son projet de départ. Quitter Paris, descendre vers le midi, trouver un paysage capable de nourrir cette nouvelle peinture qu'il cherche encore. Le hasard fera sûrement le reste. Sur la ligne directe qui part de Paris vers la Méditerranée se trouve une ville provençale qui n'est ni la Grande Marseille, ni l'Aix de Cézanne, mais une étape plus modeste, plus isolée, presque périphérique, Arles. Et c'est là que Vincent choisira de descendre du train. La première surprise est étrange. Il neige, pour la première fois depuis des années dans la région. Vincent écrit à son frère qu'il a l'impression de se trouver au Japon, car depuis Paris, une autre fascination s'est emparée de lui, les estampes japonaises. Il en collectionne énormément, les observe, les copie, les étudie. Dans ces images, il admire la simplicité des formes, la puissance des couleurs, l'absence de perspective traditionnelle. Peu à peu, dans son esprit, le sud de la France devient une sorte de Japon européen. Il écrit à sa sœur « Je voudrais que tu passes quelque temps ici. Tu sentirais la chose au bout de quelque temps. La vue change. On voit avec un œil plus japonais. On sent autrement la couleur. Aussi ai-je la conviction que justement par un long séjour ici, je dégagerai ma personnalité. Le japonais dessine vite, très vite, comme un éclair. C'est que ses nerfs sont plus fins, son sentiment plus simple.
Je ne suis ici que quelques mois, mais dites-moi, est-ce qu'à Paris j'aurais dessiné en 1 heure le dessin des bateaux ? Cette fascination apparaît dans plusieurs tableaux, notamment dans le portrait d'Agostina Segatori, ancienne modèle de Corot, de Gérôme et de Manet, devenue la patronne du café Le Tambourin, avec qui Vincent entretient une brève relation. Dans ce portrait, l'influence japonaise est évidente, on y voit un fond plat, une stylisation du personnage, une absence d'ombre et de perspective, et une bordure asymétrique. Mais Vincent y ajoute une énergie nouvelle, les couleurs complémentaires qui s'entrechoquent. Le rouge contre le vert, le bleu contre l'orange, comme s'il cherchait à faire vibrer la toile. On voit le modèle représenté par des hachures qui s'imbriquent et se coupent. Les couleurs sont violentes, expressives et montrent Van Gogh comme un véritable précurseur du fauvisme. Il poursuit aussi ses recherches avec une obsession particulière. Il veut atteindre ce qu'il appelle la haute note jaune. Pour Vincent, le jaune est la couleur la plus éclatante, la couleur de la lumière. Il rêve d'une peinture capable d'illuminer les hommes, d'apaiser leurs inquiétudes, d'apporter une forme de consolation à ceux qui vivent dans la fatigue et la pauvreté. Et cette quête va produire l'une des séries les plus célèbres de toute l'histoire de la peinture, vous l'avez deviné, les tournesols. Avec ces fleurs, Vincent accomplit quelque chose d'inédit. Dans l'histoire de l'art, les tournesols n'avaient jamais occupé une place centrale, mais lui leur donne la dignité d'un sujet majeur. Comme il l'avait fait avec les mineurs ou les paysans, il veut donner aux choses humbles une intensité comparable aux grands sujets historiques. Dans ces fleurs ordinaires, il voit une forme de beauté universelle. Et derrière cette idée se trouve toujours la même ambition, rendre la peinture accessible à ceux qui n'ont jamais vu de tableau de leur vie, peut-être même à ces mineurs qu'il avait autrefois essayé d'évangéliser. Lorsque Vincent s'installe en Arles, il nourrit un rêve immense. Créer dans le Midi un véritable atelier de peintres, une communauté d'artistes où les artistes pourraient venir et travailler ensemble. Il loue la célèbre Maison Jaune. Il lui attribue presque une vertu symbolique, celle de devenir le centre d'une nouvelle école de peinture. C'est pour cela qu'il invite Paul Gauguin. Les deux hommes se sont rencontrés à Paris, mais Gauguin accepte de venir à reculons. Il a des dettes envers Théo, et Théo n'a pas forcément envie de soutenir financièrement tous les artistes qu'il connaît. Il lui propose donc un arrangement. Gauguin pourrait rejoindre Vincent en Arles, vivre à deux dans la Maison Jaune, ce qui coûterait moins cher, et certaines œuvres de Gauguin pourraient servir de compensation. Gauguin finit par accepter. Il restera 70 jours. La cohabitation devient rapidement explosive. Les deux peintres ont des visions radicalement différentes de la peinture. Vincent ne conçoit l'art que face à la nature, en plein air, au contact direct du paysage. Gauguin, lui, a été initié à la peinture par Edgar Degas et privilégie le travail de mémoire dans l'atelier. D'ailleurs, il peint ce portrait de Van Gogh de mémoire. On est en plein mois de décembre et Gauguin peint Van Gogh lui-même en train de peindre des tournesols en été. Ce portrait, c'est véritablement l'allusion à leurs désaccords. Désaccords qui se transforment souvent en disputes. Dans une lettre écrite à son ami le peintre Anton van Rappard, Van Gogh partage d'ailleurs sa vision de la peinture en plein air. Tu penses peut-être que j'ai tort de faire cette réflexion, mais je suis tellement excédé par tous ces tableaux exotiques peints à l'atelier. Allez donc vous asseoir dehors, peignez sur place. Il vous arrivera toutes sortes d'aventures. Par exemple, sur les 4 toiles que tu recevras, j'ai sûrement cueilli une centaine de mouches, peut-être davantage, sans compter la poussière, le sable, et sans compter aussi que, lorsqu'on a porté ces châssis pendant 2 heures, à travers la bruyère, à travers les haies, une branche ou autre chose, aura éraflé la toile au passage. Peindre le personnage paysan en action, voilà, je le répète, qui est essentiellement moderne, le cœur même de l'art moderne. Une chose que n'ont fait ni les Grecs, ni la Renaissance, ni la vieille école hollandaise. C'est là, chez moi, une chose à laquelle je pense tous les jours. Le personnage du paysan et de l'ouvrier, on a commencé à le peindre comme un genre. Mais aujourd'hui, avec Millet pour maître éternel, il est au cœur même de l'art moderne. Et il le restera. On imagine bien que si même à l'écrit, Van Gogh s'emporte de la sorte, dans la vraie vie et face à Gauguin, ça devait vite partir dans les tours. En plus de ça, Gauguin est plus âgé et a tendance à expliquer à Vincent comment il devrait peindre. Vincent, de son côté, supporte mal ses leçons, l'alcool coule abondamment et les soirées se prolongent souvent dans les cafés d'Arles. Leur relation est à la fois forte et tumultueuse, ils partagent tout et passent beaucoup de temps ensemble, mais tout culmine pour les deux amis en décembre 1888. Une dispute, plus forte que d'habitude, éclate. Gauguin décide de quitter la Maison Jaune et d'aller dormir à l'hôtel. Vincent reste seul. Dans un moment de crise, il prend un rasoir et se coupe le lobe de l'oreille gauche. L'hémorragie est terrible, il est transporté à l'hôpital d'Arles. Une ordonnance médicale conservée aujourd'hui au Van Gogh Museum mentionne même que l'oreille entière aurait été sectionnée. Peu après, Vincent peint 2 autoportraits célèbres, l'autoportrait à l'oreille bandée et l'autoportrait à l'oreille bandée et à la pipe. Cette crise marque un tournant. À Noël 1888, Vincent est hospitalisé et à peine sorti en février, ses voisins d'Arles demande son internement. La bourgeoisie locale ne supporte plus ce peintre étrange. Vincent écrit alors une lettre bouleversante.
Un certain nombre de gens d'ici ont adressé au maire, il y avait plus de 80 signatures, une pétition me désignant comme un homme pas digne de vivre en liberté, ou quelque chose comme cela. Le commissaire de police a alors donné l'ordre de m'interner de nouveau. Me voici donc de longs jours enfermé sous clé et verrou, avec des gardiens, sans que ma culpabilité soit prouvée, ni même prouvable. Tu conçois combien cela m'a été comme un coup de massue quand j'ai vu tant de gens assez lâches pour se mettre en nombre contre un seul, et celui-là malade. Après ces événements, Vincent est admis à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence. Mais alors, pourquoi Van Gogh s'est-il coupé l'oreille? Avec certitude, on peut dire qu'il était malade, mais la nature exacte de cette maladie reste débattue. En 2016, les spécialistes du Van Gogh Museum ont repris l'ensemble des documents médicaux et des témoignages. Les hypothèses oscillent entre troubles psychotiques et épilepsie. Certains chercheurs évoquent également une forme de schizophrénie, d'autres un trouble bipolaire aggravé par une profonde neurasthénie. D'autres encore parlent d'un mélange de facteurs, l'alcool, notamment l'absinthe, la malnutrition, l'épuisement et une sensibilité psychique extrême. Vincent parle lui-même de fièvre cérébrale. Les attaques arrivent brutalement, confusion, hallucination, perte de mémoire, puis un épuisement profond. Pourtant, ceux qui l'ont connu ne décrivent pas seulement un homme fou. Plusieurs témoignages parlent d'un homme lucide, souvent mélancolique, mais capable d'une grande douceur et d'une intelligence aiguë. Dans une lettre à son frère Théo, il écrit simplement « Je n'ai pas choisi la folie. » Sa foi protestante lui donne une force immense. Il se sent parfois déserté par Dieu, mais il croit toujours possible de guérir. Pour lui, la peinture peut être un chemin vers la guérison. Tout au long de sa vie, il réalisera 37 autoportraits. Ces tableaux deviennent un dialogue intérieur. Il y cherche la trace de sa maladie, de sa guérison, la fatigue dans le regard, la tension du visage, les couleurs du teint. Il cherche à comprendre ce qui lui arrive. Sa solitude est donc immense. Je sais trop bien quel but je poursuis, et je suis trop fermement convaincu que je suis après tout dans la bonne voie, lorsque je veux peindre ce que je sens, et que je sens ce que je peins, pour que je me soucie de ce que les autres disent de moi. Pourtant, tout cela empoisonne parfois ma vie, et je crois qu'il est fort possible que certains regretteront plus tard ce qu'ils ont dit de moi, et de m'avoir accablé d'hostilité et d'indifférence. Je pars leur coup en m'isolant, au point que je ne vois littéralement plus personne, si ce n'est les paysans auxquels j'affaire directement pour les peindre. À Saint-Rémy, il reste 15 mois. Ce lieu est à la fois une prison et un refuge. Il ne peut sortir que sous surveillance, mais il dispose d'une petite chambre transformée en atelier. Dans cette aquarelle d'ailleurs, on voit l'intérieur de ce studio avec les barreaux à sa fenêtre, des bouteilles sur le rebord de la fenêtre et plusieurs de ses œuvres accrochées au mur. Derrière les murs du monastère, il regarde les oliviers, les cyprès, les champs de blé. Ce paysage devient son univers. Et malgré les crises qui continuent de revenir, la peinture ne s'arrête presque jamais. À Saint-Rémy, il continue de s'inspirer des œuvres de Millet et il réalise notamment 7 copies. Il dit dans une lettre à son frère qu'il n'a pas de modèle là-bas, alors il réalise ses copies pour ne pas perdre la main et continuer de peindre des figures. Pendant ces 15 mois, Vincent réalise près de 200 tableaux. C'est l'une des périodes les plus fécondes de sa vie. C'est là, entre ses crises de démence, qu'il peint notamment La Nuit étoilée. Au printemps 1890, Vincent quitte enfin l'asile de Saint-Rémy-de-Provence. Il y a travaillé avec une intensité presque désespérée. Lorsqu'il sort de Saint-Rémy, son état semble plus stable. Mais Vincent sait aussi que sa fragilité demeure. Il lui faut trouver un lieu pour vivre, peindre et surtout être suivi par un médecin capable de comprendre sa maladie. Avant de partir pour le nord de la France, il fait un passage par Paris où vit toujours son frère Théo. Ce séjour est court mais chargé d'émotions. Vincent découvre que Théo est très malade, atteint de la syphilis et qu'il vient d'avoir un enfant. Et vous l'aurez compris, selon une tradition familiale solidement ancrée chez les Van Gogh, le nouveau-né porte le même prénom que lui. L'enfant s'appelle Vincent. Ce détail peut vous sembler anodin, mais dans la vie de Vincent, les répétitions de ce prénom ont toujours été lourdes de sens. Après le frère mort-né, il se retrouve donc avec un neveu qui s'appelle Vincent. Un Vincent de plus. Peut-être une nouvelle couche de trouble à son existence déjà fragile. Après ce court séjour parisien, Vincent quitte la capitale pour rejoindre Auvers-sur-Oise, un petit village situé au nord-ouest de Paris, au cœur d'un paysage de collines, de champs de blé et de routes de campagne. Le lieu lui a été recommandé par un ami de Théo, le peintre Camille Pissarro, qui connaît bien la région et qui lui conseille d'y rencontrer un médecin réputé pour sa sensibilité envers les artistes. Ce médecin s'appelle Paul Gachet. Le docteur Gachet n'est pas un médecin ordinaire, c'est un homme cultivé, passionné d'art, lui-même peintre amateur et collectionneur.
Il fréquente de nombreux artistes et comprend leurs inquiétudes, leurs obsessions et leurs fragilités. Vincent accepte de se placer sous sa surveillance, espérant trouver auprès de lui un équilibre que ni Arles ni l'asile de Saint-Rémy n'ont réussi à lui offrir. Lorsqu'il arrive à Auvers, Vincent est immédiatement frappé par le paysage. Dans une lettre, il écrit une formule restée célèbre: le paysage lui semble gravement beau. Les champs de blé ondulent autour du village. Les chemins montent et descendent entre les collines. Les maisons basses, aux toits de chaume, semblent se fondre dans la terre et les nuages traversent rapidement le ciel. Vincent se sent immédiatement inspiré. Et alors commence une période de création absolument stupéfiante. Pendant les 70 jours qu'il passe à Auvers-sur-Oise, Vincent peint à un rythme presque inimaginable. Il se lève tôt, marche dans la campagne avec son matériel, s'installe dans les champs ou le long des routes et travaille pendant des heures. Le soir, il rentre à l'auberge où il loge, puis il recommence le lendemain. Le résultat est vertigineux, 74 tableaux en 70 jours, plus d'un tableau par jour. Mais ce qui rend cette période encore plus fascinante, c'est la diversité de ce qu'il peint. Vincent ne se contente pas de répéter une formule, il explore au contraire une variété impressionnante de sujets et de formats. Il peint des champs, des routes, des maisons, des portraits, des bouquets de fleurs. Il revient même à certaines natures mortes, notamment ces bouquets, un genre qu'il avait presque abandonné depuis longtemps. Et puis arrive le dernier tableau. Il s'intitule Racines. La toile représente un talus couvert d'un enchevêtrement de racines d'arbres qui surgissent de la terre, se croisent, se tordent, se superposent. À première vue, la peinture semble presque abstraite. Pendant longtemps, certains historiens ont d'ailleurs cru voir dans cette œuvre une sorte d'annonce de l'art abstrait du XXe siècle. Mais une découverte récente a montré qu'il n'en est rien. On a retrouvé une ancienne carte postale représentant ce même talus au bord d'une route d'Auvers. Ce que Vincent peignait n'était donc pas une vision imaginaire ou abstraite, c'était simplement un fragment de paysage banal, observé directement dans la nature. Le 27 juillet 1890, Vincent travaille donc toute la journée sur cette toile. Le soir, il rentre à l'auberge où il loge pour déposer le tableau. Puis il ressort. Il marche dans les champs autour du village et là, dans un champ de blé, il se tire une balle dans la poitrine avec un revolver. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Vincent ne meurt pas immédiatement. Il réussit à revenir jusqu'à l'auberge, blessé mais encore conscient. Les médecins sont appelés, mais la balle ne peut pas être extraite. 2 jours plus tard, le 29 juillet 1890, Vincent van Gogh meurt. Son frère Théo est à son chevet. Vincent a 37 ans. Mais pourquoi Van Gogh est-il mort? La mort de Vincent van Gogh reste entourée de nombreuses hypothèses. La version officielle, c'est celle du suicide. Mais certains historiens ont proposé d'autres explications. En 2011, des chercheurs américains ont avancé l'idée que Vincent aurait pu être blessé par accident par 2 adolescents d'Auvers qui jouaient avec un revolver. Selon cette théorie, Vincent aurait refusé d'accuser les jeunes garçons et aurait laissé croire à un suicide. Une autre hypothèse évoque la naissance du fils de Théo. Vincent aurait pu avoir le sentiment qu'il y avait désormais un Vincent de trop dans la famille, déjà tourmenté et malheureux depuis des années, c'en est trop pour lui, il se serait suicidé quelques mois après cette annonce. Mais il existe une interprétation plus étonnante à laquelle je crois particulièrement, j'ai lu beaucoup de travaux de chercheurs qui mènent à cette piste et je la trouve très convaincante. Et si Vincent était parfaitement conscient de la valeur de ses œuvres? Cette idée va à l'encontre de l'image très répandue du peintre misérable, totalement incompris de son vivant, errant dans la pauvreté sans imaginer un instant la portée de son travail. Mais la réalité est plus complexe. Il écrit notamment: Je sens en moi une grande force créatrice, et je sais qu'un jour viendra où je serai à même de produire régulièrement, tous les jours, de bonnes choses. Je passe rarement une journée sans rien faire, mais ce que je produis n'est pas encore ce que je voudrais produire. Pourtant, il m'arrive d'avoir l'impression que je serai bientôt en mesure de créer des œuvres qui rapporteront de l'argent. Je ne serais pas étonné que cela se produise un de ces 4 matins. En tout cas, j'ai l'impression que la peinture réveillera encore, indirectement, quelque chose en moi. D'abord, Vincent n'a jamais été totalement sans ressources. Depuis des années, son frère Théo lui verse une pension régulière qui lui permet de vivre et surtout de peindre. Vincent dépend de cet argent, mais il ne le considère jamais comme une simple aide. Pour lui, cet argent est presque un salaire moral, quelque chose qu'il doit mériter par son travail. Sa vision de l'argent, elle est profondément marquée par l'éducation protestante qu'il a reçue dans sa famille. Les Van Gogh appartiennent à une tradition calviniste dans laquelle le travail possède une dimension morale extrêmement forte. C'est aussi pour cela qu'il travaille avec une intensité presque inhumaine. Peindre est pour lui une nécessité intérieure, mais aussi une manière de justifier l'aide que son frère lui apporte. Or, à la fin de sa vie, Vincent sait que son travail commence à être regardé différemment. Lorsqu'au printemps 1890, il passe quelques jours à Paris, entre son départ du Sud et son installation à Auvers, il sent qu'une forme d'appréciation commence à apparaître autour de lui. Dans les cercles artistiques que fréquente Théo, son frère, son œuvre n'est plus simplement considérée comme celle d'un excentrique isolé.
On commence à reconnaître la puissance de sa peinture. Des articles paraissent, des critiques s'intéressent à lui. Quelques amateurs commencent à parler de son travail autour d'eux. Vincent n'est pas naïf, il comprend que quelque chose est en train de changer. Il a même une idée assez précise de la valeur potentielle de ses tableaux. Dans une lettre, il écrit que certaines de ses toiles, notamment les tournesols, pourraient valoir 500 francs. À l'époque, c'est une somme considérable. Pour donner un ordre de grandeur, un facteur gagne environ 50 francs par mois. Donc un seul tableau représenterait presque une année de salaire. Cette estimation, elle est importante car elle montre vraiment que Vincent réfléchit à la valeur économique de son travail. Et cette valeur, elle est loin d'être négligeable. De plus, chez Théo et chez lui se trouvent environ 870 tableaux. Depuis des années, Théo soutient son frère financièrement et les historiens ont estimé que l'ensemble des sommes qu'il lui a versées représente environ 18 000 francs. C'est une somme importante, mais si on applique l'évaluation que Vincent lui-même donne à certaines de ses toiles, la valeur de cet ensemble d'œuvres pourrait déjà dépasser ce montant. Autrement dit, Vincent sait que son travail constitue un capital artistique, mais aussi un capital financier. Et c'est à ce moment-là qu'un autre événement vient bouleverser l'équilibre fragile de sa vie. Vincent découvre que Théo est gravement malade. Son frère souffre donc de syphilis, et lorsqu'il passe quelques jours à Paris avant de rejoindre Auvers, Vincent comprend rapidement que la santé de Théo est beaucoup plus fragile qu'il ne l'imaginait. Cette prise de conscience, elle est brutale, car toute la vie de Vincent repose sur ce soutien fraternel. Sans lui, Vincent n'aurait tout simplement pas pu peindre. Et Vincent comprend soudain que ce soutien risque de disparaître. Effectivement, Théo mourra seulement 6 mois après lui, en 1891. Dans ce contexte, certains historiens ont proposé une hypothèse, et si Vincent avait choisi de mettre en scène sa propre disparition. À la fin du 19e siècle, la figure de l'artiste maudit fascine déjà. L'image du créateur incompris, consumé par son art, mort trop tôt, possède une puissance symbolique immense. Un suicide dramatique peut transformer un peintre marginal en figure mythique. Vincent le savait peut-être. S'il disparaît brutalement, son œuvre deviendra celle d'un artiste tourmenté, d'un génie brisé trop tôt. Cette image pourrait accélérer la reconnaissance de son travail et donner à ses tableaux une valeur nouvelle. Cela n'enlève en rien que Vincent van Gogh était un homme profondément fragile et souvent malheureux. Depuis des années, il lutte contre une maladie mentale dont il ne comprend pas lui-même la nature. Donc c'est tout à fait possible que lorsqu'il se tire une balle dans la poitrine, ce soit d'abord le geste d'un homme épuisé et profondément malheureux. Mais on peut aussi imaginer que même dans sa détresse, Vincent ait été conscient des conséquences possibles d'une disparition tragique. D'une certaine manière, cette mort transformerait son œuvre en héritage. Un héritage capable non seulement de justifier les sacrifices financiers de son frère Théo, mais aussi de constituer un capital pour l'enfant qui vient de naître dans la famille, son neveu Vincent. Qu'il l'ait voulu ou non, c'est précisément ce qui va se produire. Je vous ai partagé plusieurs hypothèses sur sa mort, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peu à peu, Vincent van Gogh devient l'un des artistes les plus célèbres du monde. Aujourd'hui, ses tableaux valent des millions, parfois même des dizaines de millions. Et qu'il ait voulu ou non provoquer ce destin, une chose est certaine, Vincent avait compris très tôt que sa peinture possédait une valeur immense et que cette valeur survivrait peut-être à sa propre vie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette histoire vous a plu. La vie de Vincent van Gogh, c'est l'une des plus bouleversantes de l'histoire de l'art. J'ai essayé de retracer un peu les différents mystères qui l'entourent, et surtout maintenant vous savez pourquoi Van Gogh s'est coupé l'oreille. Et j'espère que désormais quand vous irez au musée d'Orsay ou au musée Van Gogh d'Amsterdam, vous verrez ces toiles d'une autre manière. Enfin, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits d'histoire de l'art, et dites-moi de quel artiste vous voudriez qu'on parle la prochaine fois. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire culturelle.